Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille à écouter chaque semaine à la radio et en podcast sur quefairedesmômes.fr. Cette semaine, une émission spéciale Fête des Pères. Gilles Vaquier de la BOM, fondateur du premier atelier de préparation à la paternité, est mon invité d'honneur pour son livre événement Nouveau Papa, les clés de l'éducation positive aux éditions Le Duc Pratique. À cette occasion, j'appellerai dans la rubrique Allô parlons jeunesse François Giselbrecht, papa d'une petite fille de 3 ans, Paolina, actuellement papa au foyer et qui a fait partie de la première session de l'atelier du futur papa, mais aussi Éric Bonneton, gérant de l'atelier futur papa de Bordeaux, et Philippe Viossa, gérant de l'atelier futur papa de Lyon. Et enfin, côté cinéma, je vous parlerai de Ugly Doll, un film que nous avons vu en projection presse et qui sortira le 10 juillet prochain. À présent, comme chaque semaine et en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô parlons jeunesse. Que faire des mômes? L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle à présent François Giselbrecht. Bonjour François Giselbrecht. Bonjour. Alors vous êtes papa d'une petite fille de 3 ans, Paolina, ancien équipier polyvalent chez Burger King, actuellement papa au foyer, et vous avez fait partie de la première session de l'atelier du futur papa. Alors parlez-moi de cette expérience. Qu'avez-vous appris pendant cet atelier? J'ai appris énormément de choses, notamment mes premières craintes que j'ai pu citer de nombreuses fois, notamment le bain, la peur de la noyade, le nettoyage du cordon ombilical, et puis les soins apportés au bébé, comment nettoyer bébé entre les plis, tout ça, tout en faisant bien attention à bien nettoyer correctement bébé et à tenir bébé dans le bain, c'est extrêmement important. Et tous les petits soins, la laver ses cheveux, bien lui rincer, voilà, c'est des moments de bonheur incalculables. Oui. Comment vous aviez découvert cet atelier du futur papa? Alors j'ai découvert l'atelier du futur papa en me rendant au salon Baby sur Paris. C'était la deuxième fois que je me rendais au salon et j'ai découvert Gilles, et quand j'ai vu ses écriteaux, l'atelier du futur papa, et que c'était une place pour nous, enfin les pères, j'ai adhéré tout de suite au concept, parce que moi j'ai un cas particulier, c'est que moi je suis un papa qui n'a pas connu son papa. Oui. Enfin, je n'ai pas connu mon père biologique. J'ai eu un père en famille d'accueil, oui, mais mon père biologique, je ne l'ai pas connu. Donc, pour moi, la place du père est primordiale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous servez encore justement des techniques que vous avez apprises? Ah oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Ah oui, je m'en sers encore aujourd'hui à de nombreuses reprises, et cela fonctionne parfaitement bien avec ma fille. Toutes les personnes qui côtoient ou qui s'occupent de Paolina me disent votre fille est vraiment débrouillarde, intelligente et malicieuse aussi. Mais voilà, ça marche très très bien. L'éducation positive, ça fonctionne bien. L'éducation bienveillante aussi. Et à l'âge de 3 ans, ma fille n'est pas encore à l'école, elle connaît déjà la droite de sa gauche. Gilles va apprécier, mais je reprends souvent sa phrase qui me disait le papa d'aujourd'hui n'est pas le papa d'hier. Ouais. Et c'est exactement cette philosophie que je maintiens encore aujourd'hui. Voilà, le papa d'aujourd'hui n'est pas celui-là d'hier. Et comme disait Isabelle Filosia aussi, l'enfant d'aujourd'hui n'est pas l'enfant d'hier aussi. Alors Gilles Vaquier de la BOM est mon invité d'honneur aujourd'hui. Qu'avez-vous envie de lui dire? Ouais, j'ai envie de lui dire qu'il continue comme ça et qu'il ne s'arrête pas, et que je le remercie
Je le remercie de tout ce qu'il fait et de pouvoir enfin donner une vraie place à nous les papas dans ce monde. Aujourd'hui, on sait qu'en Suède, les papas sont reconnus. En France, malheureusement, peu de papas sont reconnus. Et grâce à Gilles, enfin, on a notre place. Enfin, on peut aider les mamans après l'accouchement à pouvoir s'occuper de bébé. Elles peuvent se reposer. Elles savent très bien que papa, il est là. Il saura changer la couche. Voilà. Et puis faire taire toutes ces a priori que le papa, il ne sait pas s'occuper d'un enfant et que il est là pour faire le papa méchant. Non. Voilà, donc je remercie grandement Gilles. J'aurais jamais assez de vie pour pouvoir le remercier. Ouais. Allez, une dernière question. Quel papa êtes-vous ? Gilles me le dit souvent, je suis un super papa. Ouais. Je suis un super papa, je fais tout pour ma fille et je me sacrifie pour elle. Je suis vraiment un super papa et ma fille me le rend bien tous les jours quand je la vois sourire, progresser. C'est que du bonheur. Donc ouais, un super papa. Je vous remercie François Giselbrecht. Merci beaucoup. De rien, c'est moi aussi. Je vous remercie aussi. Bonjour Éric Bonneton. Bonjour Éric Couder. Alors vous êtes gérant de l'atelier Futur Papa de Bordeaux. Alors comment a été accueilli votre atelier à Bordeaux ? J'ai commencé en juin l'année dernière, en juin 2018, et j'avais 5-6 participants qui venaient régulièrement. Et depuis les Gilets jaunes, Bordeaux est paralysé le samedi, donc c'est beaucoup plus compliqué. Oui, alors comment ont accueilli cet atelier les papas de Bordeaux ? Ah, ils étaient très très contents. C'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont appris beaucoup de choses et ils sont ravis parce que je suis en contact avec des papas maintenant qui ont vu leur enfant. Et ils sont très très contents. Que faire des mômes revient dans quelques instants, juste après une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille, c'est Eric Couder. Retrouvons tout de suite Éric Bonneton de l'atelier Futur Papa de Bordeaux et Philippe Viossa de l'atelier Futur Papa de Lyon. Vous êtes vous-même papa, hein ? Oui, moi je suis papa de jumelles. Ah oui ? Quel papa êtes-vous ? Moi je suis un papa, j'adore mes filles en fait, c'est tout pour elles, et alors tout pour elles sans en faire non plus des princesses ni des reines. Hein. Et voilà, moi je suis un papa qui les laisse faire pour qu'elles apprennent l'autonomie et qui les responsabilise aussi. Oui. Alors pourquoi cette envie d'apporter votre aide aux autres papas ? Parce que moi j'ai pas eu d'aide. Alors moi j'ai eu c'est différent. Moi c'était des prématurés mes filles, donc j'ai eu pendant 15 jours, 3 semaines, j'ai été les voir en néonat et en néonat. Et les sages-femmes étaient là pour nous expliquer ce qu'on devait faire. Et je me mets à la place des papas qui, eux, n'ont pas ce soutien des sages-femmes parce qu'elles n'ont pas le temps de faire ça dans les maternités et qui se retrouvent à dire tiens, change ta couche, change le bain, c'est facile. Et en fait, c'est pas si facile que ça quand on a un petit bout de chou dans les bras. Alors Gilles Vaquier de la Baume est mon invité aujourd'hui. Est-ce que vous avez un petit message à lui dire ? Alors moi, je remercie Gilles de la confiance qu'il a mis en moi pour créer cet atelier sur Bordeaux. Et c'est en fait, moi, je l'ai vu à la télé. Et c'est quand j'ai vu l'émission qui est passée à la télé que j'ai eu envie de faire cet atelier aussi. Et donc, je le remercie beaucoup de la confiance qu'il a mis et continuons ensemble en formant une bonne équipe d'ateliers de Futur Papa dans toute la France. Très bien, je vous remercie Éric Bonneton, merci beaucoup. Merci Eric Couder. Bonjour Philippe Viossa. Bonjour Eric, bonjour. Alors vous êtes gérant de l'atelier Futur Papa de Lyon, alors quelques mots sur votre atelier. Eh bien, c'est un atelier de préparation à la paternité, donc préparation pour le rôle du papa. Oui. Quelle place doit-il prendre ? Et puis, l'éducation entre guillemets pour la période de 0 à 3 ans, comment accompagner au mieux son enfant, et puis également apprendre les gestes de base, les gestes du quotidien, le change, par exemple, le bain, etc., de façon à avoir les clés principales pour accompagner au mieux sa conjointe. Alors quel est le retour des papas qui participent à vos cours à Lyon ? Alors le retour est évidemment extrêmement positif. À la fin de la journée de formation et même dans les semaines qui suivent, lorsqu'ils me donnent de leurs nouvelles, suite à l'accouchement, donc ils me partagent ça avec le plus grand bonheur. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le retour à la fin de la journée, puisque les papas viennent, je dirais, un petit peu plus pour un côté pratico-pratique. Voilà, comment je vais le porter dans les bras, comment je vais le changer, etc. Mais ils repartent en me remerciant pour la partie
éducation positive. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Et ils me disent, mais comment j'aurais fait si je n'étais pas venu? C'est des choses que je n'aurais pas pu inventer moi-même. Je vous remercie Philippe Viossa, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Dans quelques instants, Gilles Vaquier de la BOM, mais d'abord c'est votre rubrique à vos agendas. Que faire des mômes? Cinéma, cette semaine, je vous propose de découvrir la bande-annonce du film d'animation musical Ugly Doll que nous avons eu la chance de voir en projection presse et qui sortira le 10 juillet, réalisé par Kelly Asbury avec les voix de la chanteuse Kelly Clarkson et des chanteurs Nick Jonas et Pitbull. L'histoire nous emmène à Uglyville où les jouets mal fabriqués vivent dans un tourbillon de bonheur. Un jour, la poupée Moxie et ses amis décident d'aller voir de l'autre côté de la montagne pour voir ce qu'il s'y trouve. Ils découvrent la ville de perfection où les jouets sont conformes aux critères de beauté afin de séduire tous les enfants du monde. Dans ce monde dirigé par Lou, la poupée parfaite, les Ugly Dolls vont être confrontés au rejet, aux différences et à l'envie d'être aimés. Découvrons ensemble la bande-annonce. Cet été, vous êtes invités dans un endroit magique. Là où on célèbre la bizarrerie, où ce qui est étrange est spécial, et où la beauté ne se voit pas au premier coup d'œil. Bonjour Uglyville! Salut beauté, qu'est-ce que t'as l'air en cette journée? Courte sur pattes, grand sourire, belles dents écartées. Le rose en fête, un petit truc sur ta tête, et wow! Ouais, t'es vraiment à croquer. Le soleil embrouillé dans un ciel brillant, et l'ambiance en jouet nous fait rêver. À chaque jour, envie de décider excitant. Je me sens la tête et le cœur léger. C'est le plus beau des manèges. Allez, viens avec nous. C'est un peu fou, je sais. Alors, est-ce qu'on peut trouver encore mieux? Non, la vie nous donne ce qu'elle a de mieux. Dernière heure, Ugly Dog est là. C'est la nouvelle du jour, de la semaine ou du mois. Voilà un bon scoop entre toi et moi. Alors allez, allez, surtout rate pas ça. Les chats qui rappent, Les homards qui clapent. Mais y'a qu'Ugly Dog qui démarre le party. c'est l'heure de mixer. Et de s'embrasser. Non, ça ne pourrait pas mieux aller. On a nos drapeaux fous qui dévolent dans le vent. On est tous de plus en plus déchaînés. Est-ce qu'on peut trouver encore mieux? Non, la vie nous donne ce qu'elle a de mieux. J'ai comme l'impression qu'on n'est plus à Uglyville. Regardez! C'est quoi ça? Perfection. Aucune idée, mais allons dire bonjour. Salut! Ça doit être leur salutation d'usage. Il n'y aura jamais rien de Ouais, je t'assure, y'a rien de mieux. Ugly Dolls, une fable musicale pour enfants à découvrir en famille au cinéma. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes? C'est un événement. Mon invité d'honneur est Gilles Vaquier de la BOM. Bonjour Gilles Vaquier de la BOM. Bonjour Eric Couder. Alors vous êtes fondateur de l'atelier du futur papa, papa de 2 filles de 5 et 7 ans, et vous publiez Nouveau Papa, les clés de l'éducation positive chez Le Duc Pratique. Alors qu'appelez-vous une éducation positive et quelles en sont les clés? L'éducation positive, ça consiste donc à apporter une réponse en fonction du stade d'évolution de l'enfant. C'est-à-dire que il faut déjà en amont acquérir des connaissances pour pouvoir, notamment en termes de développement du cerveau, en termes des dernières avancées de neurosciences, pour pouvoir donc apporter la réponse la plus juste en fonction du stade dans lequel il se trouve, en bannissant tout ce qui est donc évidemment la violence, le rapport de force, et on considère l'enfant comme un être de droit et non pas de devoir. Que faire des mômes? Votre rendez-vous 100% famille continue juste après une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes? Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Couder, Gilles Vaquier de la BOM est mon invité pour cette spéciale Fête des Pères. Dans le livre, vous parlez de la genèse de l'atelier du futur papa, dont vous êtes le fondateur. Alors c'est un accident de votre fille Margot qui vous a donné cette idée. Quel a été le déclic? C'est le choc de la petite erreur qui fait tout basculer, qui nous a projetés dans un enfer incroyable. Et au fur et à mesure du temps qui est passé, j'avais 2 objectifs. Le premier qui était de permettre aux autres que ce qui m'est arrivé ne leur arrive pas. Et le deuxième aussi était donc de me réparer, de recevoir des personnes en salle
pour aussi me réparer moi-même. Donc j'avais une formation qui était axée sur la santé et la sécurité. La santé, c'était mon domaine de prédilection car j'étais formateur en pharmacie, et la sécurité, c'était mon drame heureux puisque grâce à Dieu aujourd'hui ma fille est en bonne santé, elle s'en sort sans séquelles. Mais c'est pour ça que je me plais à dire souvent que je suis rentré dans la parentalité un peu par effraction, mais il se trouve que ça a été une révélation puisque non seulement ma fille est en bonne santé, en plus c'est quand on est sorti de l'hôpital qu'on a su que ma femme était enceinte et que j'ai eu ma deuxième fille, et ça nous a permis donc de créer l'atelier du futur papa, de rencontrer également aussi Isabelle Filiosa et d'en arriver jusqu'à ce livre. Donc de quelque chose d'ultra négatif, c'est une histoire qui a viré au bonheur absolu, et personnellement je préfère aujourd'hui vivre cette vie d'entrepreneur qui me plaît beaucoup plus parce que je m'épanouis donc dans cette transmission, et je pense que la transmission c'est quelque chose qui est une des choses les plus belles dans la vie, et j'ai un plaisir immense à transmettre donc les clés de l'éducation positive à tous les futurs et les nouveaux papas qui viennent à l'atelier du futur papa. Qu'est-ce qu'un bon père ? Un bon père, c'est quelqu'un qui va d'abord apprendre à chercher à savoir des connaissances, acquérir des connaissances sur les stades de développement de l'enfant, le fonctionnement du cerveau, qu'est-ce qu'on peut demander, qu'est-ce qu'on ne peut pas demander à un enfant en fonction de sa tranche d'âge. Et à partir de là, il va pouvoir adopter la bonne réponse. Et la réponse, ça peut être déjà d'arriver à se dire que on ne peut rien demander à un enfant de faire, même s'il comprend ce qu'on lui demande de faire, pas avant l'âge de 5 ans et demi, où le cerveau, donc le cortex néofrontal qui permet de faire des choix et donc qui permet d'avoir de la raison, va lui permettre lui-même d'agir. Donc à partir avant cet âge-là, l'enfant ne peut pas réagir tout seul. C'est la raison donc pour laquelle il faut apporter c'est à nous d'apporter des solutions. Par exemple, je peux prendre un exemple concret, un enfant qui est en train de hurler, à qui on va demander de s'arrêter. Évidemment, il comprend ce qu'on lui demande, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais est-ce qu'il va arriver à le faire tout seul ? Non. Donc on va commencer par se dire que dans le cerveau, il y a le copilote et le mécanicien, mais il n'y a pas de commandant de bord. Quand l'enfant est en tempête émotionnelle, c'est à nous de lui apporter la réponse et non pas de lui demander à lui de trouver donc cette solution, parce que de lui-même, il ne va pas la trouver. Et on risque très vite de tomber dans le piège qui consiste à se dire « il me cherche » ou « il se moque de moi », alors que ce n'est pas le cas. On parle souvent d'instinct maternel lorsqu'une jeune femme devient maman. Qu'en est-il justement des papas ? Alors l'instinct maternel, pour moi c'est souvent un piège qui est tendu aux femmes, qui leur empêche en fait de dire je ne sais pas faire. Et puis également aussi ça empêche les hommes de s'occuper de leur enfant parce que soi-disant l'instinct serait réservé au maternel et il serait donc par voie de conséquence il ne serait pas paternel. Après il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent vraiment déroutées une fois que le bébé est là du coup il y a plein de pères qui s'en occupent pas parce que sur tout le chemin de la grossesse on a dit que tout ce qui était maternel, tout ce qui était de l'ordre des émotions, tout ce qui était du registre de l'enfance, de la petite enfance appartenait à la maman, donc par voie de conséquence ça met le père sur le côté. Donc cet instinct maternel c'est un petit peu un piège, et puis d'une manière générale aussi l'instinct c'est pas forcément ce qui nous apportera la meilleure réaction, parce que quand on va avoir une confrontation avec un enfant qui va être en tempête émotionnelle, eh bien notre instinct, de par le stress, donc le cortisol, il va nous pousser à l'attaque et il va pas nous pousser donc à l'astuce qui est salvatrice pour éviter que l'on s'abîme, parce que toutes les petites demandes qu'on a à faire au quotidien avec nos enfants, quand ils n'y répondent pas, ça nous énerve évidemment. Quand on s'énerve, on attaque, et quand on attaque, on abîme l'héritage le plus précieux que l'on a, c'est-à-dire le lien d'attachement. Alors quels sont les doutes les plus fréquents ressentis par les papas ? Alors l'expression la plus fréquente qui revient chez les futurs et les nouveaux papas que je rencontre, c'est on a peur de casser le bébé. Voilà, c'est une expression qui revient souvent. Alors que voilà, au niveau de la manipulation, ils sont un peu gauches, j'allais dire, comme j'ai pu l'être moi-même également aussi. Donc ils aiment beaucoup manipuler. Et puis, ils n'ont plus envie d'être sur le côté, ils ont envie d'être vraiment de partie prenante à cette aventure, d'acquérir des connaissances, des outils concrets pour participer, soulager la maman, lui permettre de redevenir femme aussi rapidement, parce que c'est à deux, ils l'ont fait à deux, donc ils me disent on l'a fait à deux, on veut s'en occuper à deux, voilà.
Alors la préface est de Isabelle Filiosa, psychothérapeute et écrivaine. Isabelle, c'est une rencontre magnifique. Je l'ai sollicitée. Elle a répondu oui tout de suite. On s'est rencontrés. Le feeling est passé. Moi, j'adore son travail, qui est très clair, très précis, très pédagogique. Et j'allais dire, tout le monde peut s'emparer de ses écrits et puis arriver à se transformer soi-même, parce que c'est d'abord vers les parents que le travail doit être fait. C'est pas aux enfants à se transformer, c'est à nous de transformer notre manière de faire pour leur permettre de vivre une nouvelle relation. Et Isabelle m'a ouvert les portes de cette connaissance et elle a signé la préface du livre, et vraiment je la remercie, j'en suis très honoré. Elle m'a permis de présenter l'atelier du futur papa au Grand Rex il y a encore 3 semaines de cela, devant plus de 1000 personnes. Et voilà, c'est une magnifique personne qui m'a fait comprendre ce qu'était que la parentalité positive, et aussi qui m'aide à pouvoir donc la transmettre auprès du public que je rencontre. Quel est l'objectif du livre ? L'objectif du livre, c'est le premier livre qui est écrit par un père à destination d'autres pères et qui traite de la thématique de l'éducation positive. C'est le premier. Donc l'objectif, c'est de donner des clés concrètes au travers d'exemples factuels de la vie de tous les jours, des choses qui m'arrivent mais qui peuvent arriver à tout un chacun, et de se dire, moi si je veux créer une nouvelle relation avec mon enfant, il va falloir qu'en amont, je change ma manière de me comporter, et pour changer sa manière de se comporter, il faut changer sa vision des choses. Et on va pouvoir donc au travers de ce livre, au fur et à mesure donc de la lecture, changer sa vision pour adopter le bon comportement et au final vivre une nouvelle vie de famille. Que faire des mômes revient dans quelques instants, juste après une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? De retour pour la suite de Que faire des mômes, spécial fête des pères, toujours en compagnie de Gilles Vaquier de la BOM pour son livre événement Nouveau Papa, les clés de l'éducation positive, aux éditions Le Duc Pratique. Alors en vous lisant, j'ai découvert qu'il y avait une tribu de chasseurs nomades, les Akas. C'est comme ça qu'on prononce Akas ? Oui, c'est ça, Akas. Meilleur papa du monde. Ils sont élus meilleur papa du monde. Oui, c'est une tribu pygmée d'Afrique centrale qui sont donc au nord Centrafrique, sud du Congo. Ils sont à peu près 20 000. Ils sont déclarés patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Ils sont des fins chasseurs, ils sont connus pour leur musique et ils sont les meilleurs papas du monde, et ils font même, Eric, tenez-vous bien, téter leur enfant. Enfin, ils permettent d'assouvir le réflexe de la succion à leur enfant quand les mamans partent à la chasse. Ils font 100% des tâches habituellement faites par les mamans, et ils sont déclarés les meilleurs papas du monde, effectivement. Alors quels sont les grands axes éducatifs de la parentalité positive ? Le premier axe, c'est de soi-même changer sa vision des choses dans la période 1 an, 5 ans, où on va dire 1 an, parce que c'est là où il va y avoir le premier 4 pattes, l'enfant quand il va commencer à marcher, c'est là où on va commencer à lui dire non. Donc c'est pour ça qu'on a tout intérêt à construire quelque chose au préalable, plutôt que de commencer à avoir ce rapport qui est basé sur un non, premièrement, et ensuite se dire que dans toute cette période, comme on en a parlé précédemment, il n'a pas la possibilité, de par le stade de développement de son cerveau, d'appuyer sur le bouton qui lui permet lui-même donc de s'arrêter de crier ou de se remettre en question. Ça n'existe pas. C'est à nous à passer par des trucs, des astuces, des fourberies, tout ce qui peut permettre d'éviter de s'abîmer et donc par voie de conséquence d'abîmer le lien d'attachement. Voilà, la ligne, le fil rouge, j'allais dire, c'est de s'inscrire dans toute une série d'astuces efficientes qui vont éviter de s'accrocher les uns avec les autres. Ça peut être tout simplement, pour donner un cas concret aux auditeurs, un enfant qui refuse d'avancer, par exemple, pour descendre pour aller à la crèche le matin, on va avoir tendance, si on est pris par le stress, donc à attaquer, c'est-à-dire à l'attraper par le callback et dire maintenant tu viens parce que c'est comme ça, c'est pas autrement, parce que nous-mêmes on a notre stress sous-jacent, on a notre journée à faire, et donc avec les complications inhérentes à nos métiers respectifs, et donc là on passe par le jeu, par exemple, le premier qui va toucher la porte en bas. Par exemple, c'est une astuce. S'il ne veut pas mettre ses bottes, on peut employer le double faux choix, les jaunes ou les bleus. On peut lui poser une question. Quel temps il fait dehors? Il pleut. Voilà. Qu'est-ce qu'on met quand il pleut? Le manteau. Et du coup, il va mettre son manteau. Ou alors, on peut lui demander également aussi de mettre son manteau en lui disant Margot, manteau, Margot, chaussures. Voilà, ça peut le dire un mot. C'est tout un tas de petites astuces qui sont efficientes. Et comme on a des millions de choses à leur demander et qu'eux, ils ont très peu envie d'y répondre, en fait, ça permet de les amener là où on veut les amener en évitant de s'abîmer. Voilà, c'est quel est l'intérêt de s'inscrire dans la parentalité positive pour éviter, parce qu'on ne s'en rend pas compte, à s'abîmer, parce que tous les jours on a des petits accrochages, on ne s'en rend pas compte, et ces accrochages, ce sont des coups de rabot virtuels que l'on met dans quelque chose d'autre qui est virtuel, qui s'appelle le lien d'attachement, et au final ce lien d'attachement, c'est notre héritage le plus précieux, et c'est dommage d'abîmer ce qu'on a de plus précieux.
Alors justement, il y a des astuces dans le livre, on en retrouve pas mal. Il faut se mettre à sa hauteur pour capter l'attention de l'enfant, c'est ça ? Ah ben déjà oui, c'est la première des choses à faire, parce que parler, oui, il faut capter leur attention, mais alors surtout une fois qu'on a capté l'attention, parce qu'il suffit pas de parler d'en haut comme ça, on reste dans un rapport descendant, on va instaurer une horizontalité déjà en se mettant à son niveau, premièrement, et aussi il faut préciser que la parentalité positive, ça consiste à tout sauf à faire des grands discours. Voilà, c'est ça qui est important à retenir. On n'est pas là pour leur faire la morale, au contraire, on n'a pas le cerveau de la raison va commencer à fonctionner vers l'âge de 5 ans et demi, où effectivement, là, oui, papa, j'ai été trop loin, oui, tu as raison, ça n'arrivera pas avant. Donc, l'objectif, c'est de vraiment se dire qu'on n'est pas là, et ça, souvent, il y a beaucoup de personnes qui font confusion sur ce point-là. Ce n'est pas se perdre dans l'explication, au contraire, c'est d'utiliser, user et abuser même de trucs et astuces qui vont permettre de l'amener là où on veut l'amener, en évitant de s'abîmer et non pas tomber dans des discours moralisateurs. Donc pour éviter les étiquettes négatives, j'ai vu qu'il fallait remplacer le si par des que, ou encore le non par stop. Ah oui, tout à fait, c'est très important. Par exemple, si tu mets ton manteau, on ira au square. Bon, c'est une condition. Donc là, la condition, évidemment, ça va susciter chez lui tout de suite. Il va se cabrer. Donc c'est une condition. Donc il n'a pas envie de se soumettre, quoi. C'est normal. Et bien, on va lui dire, écoute, dès que tu as mis ton manteau, on va au square. Et des fois, moi, je me retrouve à la porte. On dit, je t'ai dit que dès que tu avais mis ton manteau, on ira au square. Et ça fait partie des petites astuces qui sont très importantes. Au même titre, quand il court dans la rue, si on dit non, c'est quelque chose de descendant, directif. Ça, c'est la forme de l'ordre. Tout ce qui est ordre va forcément très souvent engendrer une réticence de la part de l'enfant, alors que si on lui dit stop, lui, c'est-à-dire qu'il participe à ce stop. Et d'une manière générale, on va dire que la parentalité positive, c'est de faire en sorte que l'enfant participe à ce qu'on lui demande et qu'il se sente partie prenante. Voilà, c'est très important, et non pas qu'il ait l'impression de subir. Parce que s'il subit, par exemple, si vous lui mettez une limite, ne touche pas à ça, alors déjà, quand on emploie le ne pas, déjà, il va entendre touche à ça, d'accord ? Ça, c'est déjà extrêmement important. Et puis, quand on met des limites à n'importe quel être humain, son premier désir, ça va être de dépasser cette limite-là. Donc, on va appeler plutôt un cadre. On va rappeler les conditions, le cadre, les règles dans lequel du fonctionnement, plutôt que d'instaurer des limites. Parce que si on met une limite avec notre libre arbitre, inhérent à tout être humain, on va avoir envie de dépasser cette limite-là, et c'est pour ça que chaque fois qu'on met une limite, celle-ci, c'est comme une sorte de défi, si j'ose dire, ne touche pas à ça, voilà, donc on va le faire. Donc c'est pour ça que tout ça, c'est important à prendre en compte pour instaurer un rapport différent au quotidien, qui au final va faire grossir ce lien d'attachement, et va faire que quand l'enfant aura la raison qui va fonctionner à partir de l'âge de 5 ans et demi, pour les plus jeunes, on va entrer dans une relation nouvelle, et moi je promets un immense feu d'artifice à tous ceux qui s'inscrivent dans cette relation-là. Alors évidemment, le chemin est long, le chemin est difficile, il y a des très bons moments dans ce chemin-là, mais je leur promets le feu d'artifice à partir de l'âge de 5 ans et demi, s'ils se sont inscrits dans cette relation positive et bienveillante, empathique et bienveillante, et pas facile, évidemment, durant ces 5-6 premières années. Certains parents ont souvent des soucis à endormir les enfants. Vous avez une technique que j'ai lue dans ce livre. Alors j'ai eu justement un contact d'un papa récemment qui avait suivi l'atelier de manière très assidue et qui avait ce point de blocage. Alors déjà, il faut savoir qu'entre 24 et 30 mois, voire entre 2 et 3 ans, vous ne le ferez pas coucher à 8h30 dans cette période-là. Déjà, ça c'est un premier point, faut déjà se le dire. On retrouve Gilles Vaquier de la Baume dans quelques instants. À tout de suite. Que faire des mômes ? C'est Eric Couder, vous écoutez Que faire des mômes, retrouvant sans plus attendre Gilles Vaquier de la Baume. Bien, plutôt que de dire viens dans ta chambre où on va se coucher, ça c'est de lui faire demander de faire de la raison. Je dois me coucher, oui, parce qu'il a raison, je me lève tôt, demain je vais être fatigué, il a raison, je vais me coucher. Non, ça il ne le fera pas. Donc on peut lui dire montre quel est ton livre préféré, sachant que l'armoire, dans mon cas de figure, est avec le livre et dans sa chambre. Donc ça y est, il va nous montrer son livre préféré. Donc il est dans sa chambre. On l'a amené dans la chambre sans lui dire d'aller dans la chambre, premièrement. Et ensuite, moi j'essaye de le faire participer aux histoires. Donc par exemple, il y a une petite lampe de poche, elle tient la petite lampe, ou elle tourne les pages. Voilà, il faut qu'il soit partie prenante. Et puis une fois qu'on a fait l'histoire, c'est le câlin, c'est le bisou, c'est les rêves sous l'oreiller. Je leur mets des rêves sous l'oreiller et je fais toujours les choses avec prosodie, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faut se laisser aller, quoi. Je leur donne de la poudre du sommeil dans la main, elles-mêmes se le mettent sur le visage. Je suis légitime.
légitime pour quitter la pièce parce que j'ai été dans le don. Si on leur dit il faut que tu ailles te coucher parce que demain sinon tu vas être fatigué, je te fais un bisou, bonne nuit, évidemment c'est quelque chose qui ne fonctionne pas parce que l'enfant il a besoin de notre connexion et de l'interaction avec l'adulte toujours pour avoir ce sentiment de sécurité intérieure qui peut vite lui faire défaut s'il n'a pas la réassurance qu'on est là pour lui. Et d'ailleurs la preuve, si quand on va le coucher on lui dit maintenant c'est bon, on a tout fait, laisse-moi tranquille, il y a de grandes chances que 2 minutes après il vous appelle pour un verre d'eau ou un pipi, quelque chose auquel on ne peut pas dire non, alors que si on a donné le maximum et qu'ensuite on lui dit moi je suis dans la pièce à côté, tu as besoin de moi, tu m'appelles, il ne vous appellera pas. Alors pour les parents qui ont tendance à crier sur leur enfant, quels conseils vous leur donneriez ? J'ai vu que c'était très néfaste en tout cas. Alors quand on crie, évidemment, déjà il faut dire que c'est légitime d'avoir envie de crier, il n'y a pas à se sentir coupable, c'est légitime voilà. Deuxièmement, on est 2, donc on peut passer la main. Troisièmement, quand on crie, le message, même quand on nous crie dessus à nous en tant qu'adultes, vous avez du mal à capter le message. On retient plus la forme, la violence de la forme plutôt que le fond. Et puis moi souvent ce que je fais, c'est que quand je sens que je vais basculer dans le cri, je chuchote. Tout simplement. Et ça suscite l'intérêt de l'enfant et du coup, le message arrive à le faire passer. Et si je suis dans un état où, parce que je ne suis pas meilleur que les autres, j'applique des astuces, j'applique des techniques, quand des fois je ne suis pas suffisamment calme pour les appliquer, parce que vraiment là j'en ai marre et j'ai le droit d'en avoir marre, je sors, je fais un tour du pâté de maison et puis je passe le relais à ma chérie, le temps, un quart d'heure, le temps que ça se règle. Respirer évidemment, boire un verre d'eau. Bon, ça c'est plus facile à dire qu'à faire si j'ose dire, parce que on est pris sous le choc de l'émotion. Donc, le mieux je pense c'est de faire un petit tour, quoi. Voilà. Alors vous dites qu'il faut réconforter systématiquement un enfant qui pleure, il pleurera moins à l'avenir également. C'est exactement ça, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que la technique qui consiste à dire on va le laisser pleurer lundi 5 minutes, mardi 10 minutes, mercredi 15 minutes, jeudi 20 minutes et vendredi il nous laissera tranquille, ça appartient au passé désormais. Au contraire, on se doit de répondre, que ce soit aux pleurs on va dire au cri du nourrisson, parce que le nourrisson ne pleure pas les cris, on se doit de répondre systématiquement et rapidement au cri du nourrisson, au même titre qu'on se doit de répondre aux cris et aux pleurs d'un enfant 2 ans, 3 ans, 4 ans et 5 ans, parce que quand on va lui apporter le réconfort par notre attention qu'on va lui donner déjà, se mettre à son niveau, on va ouvrir nos bras, on va le serrer dans nos bras, on va lui donner de l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour en plus qui ne vient pas toute seule, parce qu'avec la sérotonine, elle vient avec également aussi la dopamine, entre autres, et donc elle apporte que du bonheur. Et la seule personne qui peut vider le réservoir de cortisol, donc de stress, puisque l'enfant est en crise, dans le cas de figure que vous me présentez, la seule molécule qui existe qui peut vider ce réservoir de cortisol, c'est l'ocytocine, et la seule personne qui détient cette ocytocine, c'est l'adulte. Alors soit on est dans un rapport vertical où, sous le fait de la menace, évidemment, l'enfant, par le stress que ça va lui apporter, il peut se figer, donc arrêter de crier, ou alors, on va lui apporter le réconfort du contact physique pendant une vingtaine de secondes, et vous verrez que ça va développer forcément chez lui de l'ocytocine, puis également aussi de mettre des mots, de verbaliser, la colère, ça fait partie des astuces qui permettent le simple fait de verbaliser, si c'est une colère, parce que souvent on peut confondre aussi le stress et la colère, mais si c'est une colère, le fait de dire est-ce que tu es vraiment en colère, ça aussi ça permet d'atténuer ce stress ultra débordant chez l'enfant qui n'a pas la capacité, parce qu'il n'a pas le cerveau, donc c'est forcément débordant. Voilà. Et ça nous envoie beaucoup de stress chez l'adulte, et le stress égale attaque, donc on le sait. Donc il faut toujours prendre 2 secondes pour réfléchir avant d'agir. Moi, c'est vraiment un des premiers conseils que je fais. Et le deuxième également aussi, qui est de ne jamais répéter la même chose plus de 2 fois d'affilée. Quand on dit « viens te coucher » par exemple, ou « allez, viens, on va se coucher », « allez, viens, on va se coucher », le simple fait de répéter la même chose, on va s'énerver. Alors que à ce moment-là, on va lui dire « tiens, allez, vas-y, accroche-toi à mon cou ». On se penche vers lui, accroche-toi à mon cou, par exemple. Ou tu as le ticket pour l'avion Super Papa, et n'importe quel enfant du monde vous tendra la main pour avoir le ticket, pour faire un tour sur votre dos. Et une fois qu'il est sur votre dos, vous l'amenez dans la chambre. On fait le petit rituel dont on a parlé juste avant. Et tout va bien se passer. Quand on est dans cet état de stress qui nous arrive de par les cris de l'enfant, tout ça c'est légitime. Juste se dire, je prends 2 secondes et je bascule vers quelque chose de différent pour vivre quelque chose de différent là maintenant dans cet instant de cette journée. Mais je sais que cet instant de cette journée multiplié par X instants de ces X journées, au final, c'est ce qui va me permettre donc de faire grossir le lien d'attachement et ce qui va faire que je vais devenir un parent formidable. J'ai entendu dire que vous préparez un nouveau livre. Ah oui, il y a un projet on est sur l'écriture d'un 2e livre. Alors, donc le premier était sur la période 1 an, 5 ans. Et là, on est donc sur un projet grossesse 1 an. Et donc, le fil rouge, c'est de dire, quand vous faites toutes ces petites interactions du quotidien, elles sont
capital pour la construction du lien de l'avenir, c'est-à-dire que quand vous faites un change, un bain, un soin, une hygiène, tout compte fait, il faut avoir plus de gestes d'interaction, de vie, de plaisir, de partage, plutôt que de gestes pour le soin proprement dit. Voilà le fil rouge du prochain livre qui va s'appeler « Mes premiers pas de papa ». Merci Gilles Vaquier de la BOM, merci beaucoup. Merci beaucoup Eric Couder et une très bonne fête à tous les papas du monde entier. Nouveau papa, les clés de l'éducation positive aux éditions Le Duc Pratique de Gilles Vaquier de la BOM, fondateur du premier atelier de préparation à la paternité, un livre indispensable pour les parents et futurs parents, à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, cette spéciale fête des pères de Que faire des mômes se termine. Bonne fête à mon papa et à tous les papas. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika, mais plus particulièrement aujourd'hui puisque c'est son anniversaire. Notre petite princesse a 4 ans. Un joyeux anniversaire Erika. Merci pour votre fidélité. Bye bye.